Bonjour à tous! Je reste persuadé que pour cette deuxième vidéo, les fameuses forces européennes qu'on va regarder ensemble, la majorité, pour peut-être pas vous qui êtes un public un peu ciblé hein, sur la chaîne Ultra Green, peut-être que vous les connaissez, mais si vous faites le tour de toutes vos connaissances qui sont peut-être moins sensibles au sujet de la tech, ils les connaîtront pas. Jingle! Donc effectivement, on va parler probablement de sociétés, de grosses entreprises qui ne sont pas connues du grand public, qui pourtant sont des éléments de force pour l'Europe et qui, à mon avis, sont devenus extrêmement importants et qu'il va falloir que on essaye de démocratiser plus dans le grand public pour justement travailler sur le sujet de la souveraineté. Donc, ASML, parce qu'effectivement, on va quand même parler de ce sujet. Je ferai probablement une vidéo beaucoup plus dédiée à ASML, mais énormément de gens ne savent pas qui c'est. J'ai fait le test plusieurs fois avec pas mal de gens dans ma famille, dans mes amis, et ainsi de suite. C'est un monopole discret qui change tout. C'est probablement même l'arme secrète européenne sur le sujet du silicium et des circuits. Donc, ASML, c'est une entreprise qui est aux Pays-Bas, qui fabrique les seules machines au monde capables de graver des puces les plus avancées, c'est-à-dire l'EUV, l'extrême ultraviolette lithographie. Cette technologie est celle qui est utilisée par toutes les entreprises à Taïwan et toutes les entreprises qui font de la gravure au plus haut niveau d'intégration. Pour le moment, ASML n'a pas le droit de vendre ses machines autre part que à Taïwan ou au marché américain, parce que les États-Unis nous l'interdisent, enfin interdisent à ASML de le faire. Quand je dis nous, je parle au niveau européen. Il y a un boycott de l'utilisation pour les Chinois. Et on va voir, peut-être pas dans cette vidéo, mais dans une vidéo que je ferai plus tard, que la Chine, quand on lui interdit quelque chose, on ne fait que provoquer sa réaction, et que sa réaction, elle est toujours très impressionnante. Donc, si on regarde les faits, les parts de marché mondiales des machines EUV, c'est, enfin, cherchez pas, hein, c'est 100% du marché. Alors plus maintenant, parce que la Chine se réveille, le dragon se réveille, et qu'ils ont trouvé des alternatives à l'EUV. Mais disons que pour faire de la gravure à ce niveau de précision, au niveau 2 nano, hein, pour faire simple, il n'y a que ce que produit ASML qui fonctionne bien. Mais la Chine trouve des solutions et regarde le problème différemment. Le chiffre d'affaires 2024 de ASML, c'est 28 milliards d'euros. Mais clairement, effectivement, si on regarde le chiffre d'affaires global que cette entreprise génère dans le monde, là, ça devient pharaonique. Qui c'est qu'on a comme client? On a évidemment TSMC à Taïwan, on a Samsung, on a Intel, on a tous ceux qui font du silicium. Tous dépendent d'ASML. La valorisation boursière de cette entreprise, elle est de environ 270 milliards d'euros. Elle est dans le top 10 américain. Européen, pardon. Excusez-moi. Il faut bien comprendre qu'actuellement, sans ASML, aucune technologie à 3 ou 2 nanos n'est possible. Il n'y a pas de smartphone moderne, il n'y a pas d'IA de pointe tel que nous le propose le marché américain, hein, j'insiste, parce que, encore une fois, je pense qu'il faut regarder du côté de la Chine qui est en train de se réinventer, et elle est en train de réinventer la technologie actuellement, et ça se fait là maintenant, devant nous. Par contre, du coup, l'Europe, elle tient un levier géopolitique majeur. Et est-ce qu'il est connu de nos dirigeants? Évidemment, des dirigeants européens. Par contre, est-ce que l'utilisation de ce levier, pour le moment, elle est faite? Disons qu'elle est probablement faite de façon un petit peu plus souterraine, mais elle n'est absolument pas faite d'un point de vue très médiatisé, très concrète pour le grand public. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Je pense qu'il faut pas non plus considérer que nos dirigeants sont pas aux commandes, ils sont aux commandes. Mais du coup, je pense qu'à mon avis, à un moment ou un autre, il faudra chercher l'émancipation.
Si on regarde aussi, des pépites, on en a énormément. On va les regarder, hein. On a Airbus, on a Airbus Defence and Space, c'est le leader mondial des satellites de télécommunication. OneSat, on a le projet, la contribution au projet Copernicus. Donc effectivement, Airbus, c'est pas que des avions, c'est aussi du spatial. Et on l'a déjà dit, le spatial va avoir une importance capitale maintenant dans notre futur. Donc, enfin voilà, l'Europe, elle a des leaders. Un Boeing face à un Airbus, pour le moment, c'est quand même un Airbus qui gagne. On a ARM. Alors là, c'est pareil. Faites le tour de vos connaissances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est qu'ARM? Là, c'est particulier parce qu'effectivement, c'est une fondation britannique qui est désormais cotée au Nasdaq. Par contre, ça reste quand même un élément qui est géographiquement européen, qui n'est pas européen, puisque malheureusement, les Anglais ont décidé de faire une petite sortie de l'Europe. Est-ce que c'était judicieux, pertinent? Je vous laisserai en juger. Moi, j'ai bien mon avis. En tout cas, il y a déjà des signaux de pas mal d'anglais pour nous faire comprendre que l'Europe, c'était bien, que c'était mieux avant. Mais c'est un état de fait. Là, actuellement, l'Angleterre n'est pas en Europe. Par contre, effectivement, ça veut dire que sur le territoire géographique européen, on a l'un des standards pour fabriquer du processeur qui est le plus répandu. On essaiera de regarder un peu autour des alternatives d'ARM, d'ailleurs. Donc, pour faire simple actuellement, 95% des architectures des processeurs de téléphone, de téléphonie mobile, des smartphones, sont basées sur la norme et sur les architectures ARM. Par contre, effectivement, c'est sous licence. C'est la base d'énormément de technologies, et là on voit un petit nom, ST Microelectronics, qu'on va resituer après, hein, qui effectivement s'appuie aussi sur ARM. ST Microelectronics, justement, c'est franco-italien. Et oui, on fait du processeur en France et en Italie. On a une société qui est le leader mondial des microcontrôleurs pour l'automobile et l'IoT. Par contre, effectivement, ils se sont hyper focalisés. Ils sont allés se positionner sur un marché bien spécifique. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça veut dire que potentiellement ils étaient moins soumis à un marché qui était extrêmement difficile. Donc maintenant, peut-être qu'avec une consolidation sur un premier niveau de marché sur l'automobile et l'IoT, ça leur permet peut-être maintenant d'aller attaquer le terrain de sociétés plus grosses et puis d'essayer de trouver des solutions. Des solutions, on essaiera d'en évoquer. Dites-vous quand même que du ST Microelectronics, il y en a dans pratiquement toutes les voitures modernes que vous allez pouvoir acheter, aussi bien européennes que même sur des véhicules qui sont produits à l'étranger. Et puis enfin, on a Thales. Thales, c'est un des champions français européens de la cybersécurité, du chiffrement. C'est le fournisseur de l'OTAN et de la Commission européenne et des banques centrales. Enfin, c'est un des fournisseurs. Pardon. J'avais largement parlé de tout ce qui est fibre optique. J'ai fait une série de vidéos complètes sur le sujet, mais forcément parmi nos champions, on a ASN et on a Orange Marine. L'Europe, elle tient les fils des océans. C'est le pompier de toute la tuyauterie Internet qui circule sous nos océans. Les câbles sous-marins, l'infrastructure invisible qu'on a décrite dans le cycle de vidéo la dernière fois, 99% du trafic Internet mondial transite par ces câbles sous-marins. Si vous voulez, reprenez le temps de regarder le cycle de vidéo. Mais du coup, celui qui pose les câbles, c'est quand même un élément de contrôle du réseau mondial. Et celui qui le maintient aussi. Donc, on doit se servir de ces forces. ASN, hein, pour en parler plus précisément, Alcatel Submarine Network, c'est le champion français et mondial de la pose de câbles. Il est de nouveau, il appartient à l'État français depuis un rachat stratégique d'environ 350 milliards à Nokia. C'était de toute façon de l'écosystème européen, puisque Nokia est européen, mais du coup, l'État a fait un choix judicieux, de mon point de vue, stratégique, de venir récupérer ASN pour sécuriser le marché. Les parts de marché mondial, c'est 30%, c'est le top 3 mondial avec NEC au Japon, et Subcom aux États-Unis. 700 000 km de câbles, presque 1 million maintenant, soit 17 fois le tour de la Terre, voire plus.
On a 2000 employés et un site historique à Calais, et une flotte de 7 navires câbliers spécialisés. Si maintenant on regarde en détail aussi son petit camarade, Orange Marine, qui lui, c'est le bras armé nautique de la souveraineté française, c'est une filiale à 100% du groupe Orange, 6 navires câbliers, 15% de la flotte mondiale, avec 450 km de câbles maintenus, 450 000 pardon, kilomètres de câbles maintenus dans le monde, en cours de mise en œuvre, actuellement, il y a 2 nouveaux navires hybrides électriques qui sont en train d'être mis en œuvre. Il intervient dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, dans l'océan Indien, dans le Pacifique, c'est-à-dire partout. Donc Orange Marine, c'est à la fois un opérateur, mais c'est aussi le mainteneur d'une compétence rare, extrêmement stratégique, et avec des objectifs décarbonés, de maintien de l'écosystème de fibre optique qui est déployé partout sur notre planète. Donc là, c'est quand même des éléments, le grand public doit savoir, doit connaître et doit être conscient des forces européennes qu'on a sur ce sujet-là. On a un soft power européen, c'est notre capacité à réglementer, et c'est l'incarnation même de ce que je disais au tout début, c'est-à-dire l'Europe, c'est le nid démocratique. Et ce nid démocratique, c'est le bastion de l'échange, de la construction de règles, d'édifices de règles démocratiques. Et quand l'Europe légifère, parce qu'elle est reconnue pour justement cette force, le monde suit. Alors, est-ce qu'il suit systématiquement ? Pas forcément, mais disons que Bruxelles, ça reste quand même un élément de force. On le voit, il y a beaucoup de standards qui sont construits par l'Union européenne, qui deviennent des standards mondiaux. Si on essaye de regarder, vous le savez, je n'aime pas parler sans éléments concrets, pragmatiques. Je ne suis pas en train de dire que l'Europe et l'Union européenne et comment elle fonctionne à Bruxelles, c'est la solution ultime à l'univers et à tout le reste. Mais il y a quand même des choses très importantes, concrètes qui ont été faites. Et je suis, moi, par contre, persuadé que la force ne peut se conjuguer que par le collectif et non pas par l'individualité. Donc, une solution à notre problématique de souveraineté française ne peut passer que par une souveraineté européenne, parce qu'il faut une dimension mondiale. Donc si on regarde effectivement RGPD, adopté ou inspiré dans 160 pays, est-ce que c'est parfait ? Non. Mais déjà, c'est une prise de conscience de la valeur de la donnée personnelle et de la sensibilité et de la criticité de la donnée personnelle. L'Europe. Si on regarde maintenant le sujet Digital Service Act, Digital Market Act, Apple contraint d'ouvrir l'App Store, méta-audité en 2022 avec le DSA DMA. Donc on voit qu'effectivement, il y a une force de frappe européenne. Est-ce que cette force de frappe, elle serait possible d'un point de vue local à chacun des pays de l'Union européenne ? Absolument pas. On a besoin de l'Europe sur ce sujet. L'AI Act, premier cadre légal mondial sur l'IA. Est-ce que c'est parfait ? Est-ce que ça donne toutes les réponses ? Non. Disons que quoi qu'il arrive, un écrit aussi important que celui-ci, des décisions aussi importantes, elles se travaillent sur la durée, elles se travaillent sur le temps. Malheureusement, avec l'IA, a-t-on réellement le temps ? Donc, le CRA, le Cyber Resilience Act, donc sécurité by design obligatoire, encore une fois, c'est un acquis européen. Le Data Act, la portabilité des données industrielles, décision européenne. Donc, il faut bien comprendre, effectivement, j'insiste, quand l'Europe, je le redis, quand l'Europe légifère, le monde suit. Est-ce qu'il va suivre rapidement ? Est-ce que cette force est toujours aussi vive ? Peut-être pas, mais il est donc indispensable qu'on renforce la flamme européenne pour renforcer cette force. Donc, la réglementation européenne, c'est une forme de souveraineté. Est-ce que c'est suffisant ? Absolument pas. La souveraineté, elle passe par l'industrialisation, elle passe par des efforts et des investissements. Mais quoi qu'il arrive, c'est au moins un moyen de contrôler l'action des GAFAM, déjà sur le périmètre européen, mais on voit qu'effectivement, elle sert de modèle à beaucoup d'autres pays dans le monde, elle sert de modèle global, et donc elle a forcé déjà de façon très concrète les GAFAM à adapter leurs produits au moins pour les 450 millions de citoyens européens. Et on parle bien de 450 millions, c'est pas, je vous l'ai dit, le marché du digital, le marché numérique du numérique en Europe, c'est le plus gros marché du monde. Donc il faut quand même, effectivement,
le prendre en compte et considérer cette puissance réglementaire. Par contre, attention, et c'est ce que j'ai dit il y a 5 minutes, régulation ne veut pas dire innovation. L'Europe, elle doit produire et pas seulement encadrer. Et c'est probablement le fond de notre problème. On va continuer un petit peu, et cette fois-ci, on va même regarder les forces françaises que nous, on a, les forces spécifiques françaises. On a des fleurons aussi sur le territoire français. On en a déjà vu 2, mais on va encore en voir d'autres. La France n'est pas un écosystème à négliger. Tous ceux qui font du bashing, du French bashing et ainsi de suite, si ça vient de l'intérieur, c'est grave, c'est dramatique, et c'est même de l'idiotie et de la stupidité. Si ça vient de l'extérieur, c'est probablement de la peur, et une réaction par la peur de se dire j'ai face à moi une puissance qui est pas négligeable, j'essaye de la déstabiliser. Ce qui est même rassurant, c'est que tant qu'on se fait déstabiliser, c'est qu'on est fort. Donc on a des grands groupes, Dassault Systèmes, Capgemini, Atos. On a quand même OVH Cloud, qui était un tout petit, qui devient maintenant quand même le 3e hébergeur mondial. Je parle d'hébergement, hein, pas de cloud, hein, on va être raisonnable. Premier européen, présent dans 140 pays. Effectivement, on a des fleurons qui fonctionnent. On a des startups et des scale-up. Bon, on a Mistral. Monsieur Mensch, pourquoi la décision que vous venez de prendre, je la comprendrai peut-être que si on me l'explique, je vais la comprendre, mais pour le moment, j'ai du mal à la comprendre. On a Exaion, le cloud bas carbone qui est alimenté avec de l'énergie nucléaire, qui est proposé par EDF. On a Scaleway, qui appartient à Iliad, qui est un cloud souverain certifié Secnum Cloud, pardon. On a les initiatives aussi de Bleu et de Sense, mais par contre, effectivement, elles ont cette spécificité d'utiliser de l'infrastructure américaine, mais quoi qu'il arrive, notre ministre a dernièrement justement réagi sur le sujet de Mistral en rappelant qu'il était quand même indispensable que on intègre le fait que l'investissement étranger est nécessaire pour répondre aussi aux besoins de souveraineté, c'est-à-dire ça reste quand même de l'utilisation d'infrastructures sur le territoire français, et ça fait fonctionner le maillage industriel français. Méfiance quand même, moi je suis pas convaincu. Et on a des institutions qui ont fourni et qui continuent à fournir des chercheurs de haute volée. L'INRIA, on en parlera quand on parlera de l'IA justement. Le CEA, la Station F, c'est le premier campus de start-up mondial à Paris. Ce sont des incubateurs de savoir, et l'INRIA est peut-être même le premier incubateur d'intelligence, de compétences en intelligence artificielle, et c'est de là que viennent la majorité des cerveaux et des pointures de l'intelligence artificielle. On en reste ici pour cette deuxième vidéo. On va avoir une vidéo cette fois-ci, on va parler du sujet du cloud. Est-ce que la guerre est perdue ? On a un peu parlé déjà de certains acteurs, on va voir s'il reste des choses à faire. Posons-nous la question. Au revoir, à demain.